Euh, Pourquoi? Parce que c'est très fréquent. Parce que les conséquences, si on ne fait pas le diagnostic, les conséquences, elles peuvent être dramatiques, surtout pour le bébé, mais aussi pour la maman. Donc, le diagnostic soit fait. La patiente, il faut qu'elle soit prise en charge correctement. Euh, voilà, qu'il faut qu'elle soit surveillée, il faut qu'il y ait une prise en charge. Généralement, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Alors, il faut savoir qu'il y a deux entités de diabète et grossesse. Il y a deux entités. Il y a le diabète préexistant à la grossesse. Donc, c'est une situation chez les patientes qui sont déjà suivies pour diabète, donc qui font une grossesse. Donc, chez ces patientes-là, il faut savoir que on n'autorise pas la grossesse. Elles n'ont pas le droit de faire une grossesse juste comme ça quand elles veulent. Il faut qu'elles aient le OK de leur gynécologue ou de leur endocrinologue. Donc, il faut qu'il y ait une grossesse programmée. Programmée pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle ait un équilibre glycémique préconceptionnel parfait. Et comment se fait, donc, à quel moment on donne le OK? C'est quand la patiente elle a une hémoglobine glyquée qui est inférieure à 6,5. Pourquoi? Parce que les études ont montré que lorsque l'hémoglobine glyquée est supérieure à 6,5, il y a un risque malformatif important. Voilà. Donc, chez ces patientes-là, il faut qu'il y ait une consultation préconceptionnelle et il faut qu'elles aient l'accord de leur obstétricien avant de faire une grossesse. Pourquoi? Pour éviter pour éviter les malformations. Ensuite, on a le diabète prégestationnel. Ensuite, on a le diabète gestationnel. Le diabète gestationnel, c'est tout diabète diagnostiqué pendant la grossesse. Selon l'OMS. Après, c'est quoi? C'est un trouble d'intolérance glucidique qui va conduire à une hyperglycémie de sévérité variable. Donc, ça peut être léger qui n'a pas besoin d'un traitement spécifique avec un régime hygiéno-diététique, c'est suffisant. Ça peut être quand même sévère avec une patiente qui peut atteindre une acidocétose. Donc, diagnostiquée pour la première fois pendant la grossesse. Donc, cette entité va englober donc cette définition va englober deux entités. Parce qu'il faut savoir que il y a des patientes qui font un diabète, qui ne le savent pas, et qui vont être diagnostiquées pendant la grossesse. Donc, cette entité-là fait aussi partie de la définition. Donc, vous allez me dire, oui, pourquoi cette patiente-là, elle va risquer aussi des malformations. Oui, je suis d'accord avec vous, mais après, c'est une définition, ça ne reste qu'une définition. Donc, c'est l'OMS qui a décrété cette définition. Donc, il faut savoir que le diabète gestationnel, c'est tout diabète diagnostiqué pendant la grossesse. Après ce diagnostic, il peut être fait au premier trimestre. Donc là, c'est probablement un diabète prégestationnel qui n'a pas été diagnostiqué. Et ce diabète peut être diagnostiqué lorsqu'on fait le dépistage de diabète gestationnel qui va se faire entre 24 et 28 semaines avec l'HGPO. Donc là, c'est une anomalie de la tolérance glucidique qui va apparaître pendant la grossesse. Donc là, c'est un diabète gestationnel à proprement dit. Donc, d'où l'importance du dépistage, d'accord? Donc, il ne faut pas attendre qu'il y ait une macrosomie, qu'il y ait une hydramniose pour se dire, ah oui, je vais dépister cette patiente. Juste après, on va parler des facteurs de risque qui vont nous amener à faire ce dépistage. Et donc, il faut prévenir, ce dépistage et ce diagnostic précoce va nous permettre de prévenir les complications en surveillant la patiente et en permettant un équilibre du diabète, que ce soit en préconceptionnel pour le diabète chronique ou au cours de la grossesse pour le diabète gestationnel. Alors, la physiopathologie. La physiopathologie, donc il faut savoir qu'au cours de la grossesse, on a des modifications hormonales qui vont être physiologiques. Donc, pendant la première partie de la grossesse, on va avoir, sous l'effet des œstrogènes et de la progestérone, on va avoir plus une tendance à l'hyperinsulinisme. Donc, pendant la première partie de la grossesse, qui va agir qui va avoir une action trophique par action trophique sur les œstrogènes qui vont agir sur les cellules bêta des îlots de Langerhans. Donc, il faut savoir que pendant la première partie de la grossesse, il y a une tendance à l'hypoglycémie. À partir de 24 semaines, il y a une tendance à l'hyperglycémie. Donc, pendant la première partie de la grossesse, sous l'action des œstrogènes et de la progestérone, on a un hyperinsulinisme. Pendant la deuxième partie de la grossesse, là, on va avoir une insulinorésistance. Sous quoi? Sous l'action de l'HPL. C'est l'action, euh, voilà, c'est une hormone protéique sécrétée par le placenta qui va diminuer
la tolérance du glucose. C'est l'hormone placentaire lactogène, ça s'appelle. HPL, c'est le diminutif de hormone placentaire lactogène. C'est une hormone qui va être synthétisée sécrétée par le placenta durant la deuxième partie de la grossesse et qui va faire qu'il va y avoir apparition donc d'une insulino-résistance avec trouble de la tolérance glycidique et donc hyperglycémie. Voilà. Donc, durant la grossesse, ce n'est pas du tout les mêmes risques. Le premier trimestre, si vous avez une patiente qui fait un malaise au premier trimestre, il faut systématiquement penser à une hypoglycémie. Pourquoi? Parce que maintenant, vous connaissez la physiopathologie, vous savez que ces patientes-là vont être plus euh, victimes d'hypoglycémie qu'autre chose. Après, pendant la deuxième partie, c'est le contraire. Donc, voilà. Après, il faut savoir que contrairement au sucre, donc le glucose, il passe la barrière, il passe le placenta, il passe la barrière hématoplacentaire. Donc, si la maman fait une hyperglycémie, il faut se dire que le bébé, il est aussi en train de faire une hyperglycémie. D'où la macrosomie. C'est pour ça que les patientes diabétiques, généralement, elles ont des bébés qui sont macrosomes parce qu'elles ont tendance à faire des hyperglycémies et le sucre passe vers le bébé qui va commencer à stocker, qui va être gros, mais l'insuline ne va pas traverser. Donc, on va avoir donc une hyperglycémie fœtale qui va être à l'origine d'un hyperinsulinisme fœtal, donc qui va freiner la. Oui, Allô? oui, Il y a des personnes à accepter. d'accord. Merci. Ça fait beaucoup de retardataires, hein. Il est 10h20 quand même, hein. Donc, on disait, donc voilà, l'hyperinsulinisme fœtal va freiner la production de surfactants pulmonaires. Alors, le surfactant pulmonaire, c'est une sorte de protéine qui va faire que le bébé va respirer. Donc, c'est pour ça que les patientes qui facilitent la respiration, c'est pour ça que les patientes qui font des diabètes gestationnels, généralement, si l'accouchement se fait avant le terme, on a un risque plus augmenté de faire une souffrance, une détresse respiratoire à cause de ça justement. C'est pour ça que c'est ça le mécanisme du fait que les bébés de mère diabétiques ont tendance à plus faire de détresse respiratoire, à faire des hypoglycémies, parce que généralement, dès que le bébé naît, alors, quand il était in utero, il recevait le sucre de la maman et lui, il produisait de l'insuline, mais une fois qu'il est né, il ne reçoit plus de sucre et il continue de produire l'insuline. Donc, les bébés de mère diabétique, au moment de l'accouchement, il faut rapidement le mettre au sein et souvent, il faut vérifier la glycémie parce qu'ils ils font souvent des hypoglycémies. Donc, c'est une des complications des bébés nés de mère diabétique. Alors, il faut savoir que la glycosurie peut s'observer de manière physiologique pendant la grossesse. Pourquoi? Parce qu'il y a un abaissement du seuil de réabsorption rénale du glucose. Donc, il faut savoir que pendant la grossesse, il y a plusieurs modifications physiologiques qui vont se faire, que ce soit sur les paramètres sanguins, que ce soit sur les paramètres du débit cardiaque, de la volémie, au niveau du débit de filtration glomérulaire. Tout ça, c'est des paramètres qui sont physiologiques, qui vont changer, qui sont physiologiques. Et donc, dans ce changement-là, on peut avoir une glycosurie qui va être physiologique chez la femme enceinte. Donc, il faut savoir que chez la femme enceinte, si on fait une bandelette urinaire et qu'on trouve une croix ou deux croix de glucose, ce n'est pas pathologique, ça ne veut pas dire qu'elle est en train de faire un diabète, ça ne fait pas partie du diagnostic du diabète, c'est physiologique. Voilà. Alors, on commence avec le diabète gestationnel. Le diabète gestationnel, alors, c'est un trouble de la tolérance glucidique qui va conduire à une hyperglycémie de sévérité variable. Donc ça, on l'a déjà vu. Diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse, quel que soit le traitement nécessaire. Donc ça peut nécessiter un régime hygiéno-diététique, comme ça peut nécessiter des injections d'insuline. Et quelle que soit l'évolution dans le postpartum, parce que c'est des diabètes qui peuvent régresser dans le postpartum, disparaître. Elle peut donc récidiver dans une grossesse prochaine.
Tout comme elle peut donc ne plus, voilà, elle peut ne plus avoir, dès qu'elle accouche, il y a une disparition de cette intolérance glucidique, et ça ne récidivera plus. Mais après, il faut savoir que les patientes qui font des diabètes gestationnels, elles ont plus de risques de développer un diabète chronique euh, dans le futur. Voilà, et elles ont plus de risques de développer des maladies cardiovasculaires, elles ont plus de risques de développer des syndromes métaboliques. Donc, ces patientes-là, généralement, on les prévient de ce surrisque pour qu'elles fassent attention à leur régime hygiéno-diététique, même après l'accouchement. Et il faudra probablement, lors de la prochaine grossesse, faire une consultation préconceptionnelle pour être sûr qu'elle ne fait pas un diabète sans qu'elle s'en rende compte. D'ailleurs, généralement, c'est des patientes dans la consultation du postpartum, quand on fait la consultation de 6 à 8 semaines après, il faut demander un HGPO, une glycémie à jeun. Voilà. Pourquoi? Pour dépister, pour s'assurer ce n'est pas un diabète chronique. Alors, donc, c'est une affection qui va toucher 2 à 6% des grossesses. Donc, elle augmente avec l'âge, bien sûr. Plus après 30 ans, après 45 ans, ça va augmenter, le taux va augmenter. La définition, donc ça va, comme on a dit plus haut, donc elle englobe deux entités, soit une anomalie de la tolérance qui va apparaître souvent à partir de 24 semaines, qui va disparaître après l'accouchement, c'est le diabète gestationnel, voilà, comme on l'imagine. Soit c'est un diabète préexistant, mais méconnu jusqu'à la grossesse et découvert seulement à cette occasion, qui va persister après la grossesse. Donc, on va estimer que 15% des diabètes gestationnels seraient en fait des diabètes méconnus. Le pronostic obstétrical rejoint généralement celui du diabétique type 1 qui n'a pas bénéficié d'un équilibre glycémique. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas d'équilibre glycémique en périconceptionnel, on risque de faire des malformations fœtales. Et voilà. Donc, idéalement, c'est pour ça qu'à l'étranger, ils ont ce qu'on appelle une consultation préconceptionnelle. Donc, quand une femme a l'envie de faire un enfant, elle ne va pas juste sauter le pas et faire ses tentatives pour faire une grossesse. Il faut consulter, il faut faire un dépistage, il faut prendre, donc généralement on donne de l'acide folique pour prévenir les malformations du tube neural. On cherche les situations à risque de grossesse à haut risque. Donc, chez une patiente qui a une pathologie, etc., on va d'abord équilibrer cette pathologie pour avoir des conditions optimales au moment de la grossesse. Voilà. Donc, les facteurs de risque. Les facteurs de risque de diabète gestationnel, c'est important parce qu'en fait, le dépistage du diabète gestationnel, il va se faire en fonction de ces facteurs de risque-là. Après, donc, c'est quoi ces facteurs de risque? Alors, on a l'âge supérieur à 35 ans, on a l'IMC supérieur à 25 kg par mètre carré, on a l'antécédent familial de premier degré, quel que soit le type de diabète. Donc, dès qu'il y a un parent dans la fratrie ou les parents qui a fait un diabète, il faut systématiquement faire le dépistage au premier trimestre avec une glycémie à jeun et à partir de entre 24 et 28 semaines avec une HGPO. Les antécédents obstétricaux de macrosomie, c'est-à-dire si la patiente, c'est une multipare, elle a déjà accouché d'un 4 kg, une patiente qui est suivie pour un OPK. Pourquoi? Parce que dans l'OPK, il y a ce qu'on appelle, il y a associé donc à l'hyperandrogénie, généralement on a un syndrome métabolique et souvent il y a une insulinorésistance qui sont associées. Donc voilà, qui dit syndrome métabolique dit généralement surpoids, qui dit insulinorésistance dit tendance donc vers le diabète. Donc quand c'est une patiente qui est suivie pour OPK, il faut chercher un diabète gestationnel. Et on a l'ethnie. Donc ça, c'est les facteurs de risque qui ont été faits par l'OMS, voilà, par les étrangers. Et eux, ils considèrent qu'une patiente qui est d'origine maghrébine, africaine, asiatique ou antillaise doit faire l'objet d'un dépistage. Donc je pense qu'à partir de là, aussi, on dit qu'un seul facteur de risque est suffisant pour faire donc, le dépistage de diabète gestationnel. Donc, vu que nous, déjà, on est au Maghreb, donc à partir de là, idéalement, il faudrait faire ce dépistage pour toutes les patientes. Parce que voilà, ils ont considéré que les patientes, donc dans leurs études, leurs études de statistiques, ils ont vu que les patientes qui étaient originaires de ces pays-là, elles avaient beaucoup plus tendance à faire des diabètes gestationnels, qu'elles étaient beaucoup plus à risque de faire des diabètes gestationnels. Donc voilà, ça ne coûte pas grand-chose de faire une glycémie à jeun,
un HGPO entre 24 et 28 semaines et ça permet donc de prévenir pas mal de complications. Donc, idéalement, il faudrait le faire pour tout le monde. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre les facteurs de risque. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est dans une communauté maghrébine que je vous dis qu'il serait préférable donc, de généraliser ce dépistage que vous allez oublier le reste des facteurs de risque. Hein. Alors, les modalités pratiques du dépistage. Donc, comme je vous ai dit, il y a le dépistage du premier trimestre. Donc là, ce n'est pas les mêmes valeurs que chez la femme qui n'est pas enceinte. Donc, si c'est une glycémie au premier trimestre qui va être supérieure, donc âge supérieur à 1,26, là on est sûr, c'est un diabète préexistant. C'est pas possible. C'est pas possible de faire une glycémie à 1,26 au premier trimestre. Si elle est supérieure à 0,92, donc vous voyez que les limites ne sont pas du tout les mêmes. Hein. C'est 0,92. Si c'est supérieur ou égal à 0,92, on considère que c'est un diabète gestationnel. Donc c'est une patiente qu'on va bien surveiller, on va lui mettre un régime hygiéno-diététique, on va lui donner un carnet de surveillance de glycémie, on va surveiller étroitement sa glycémie. 0,92. D'accord? Ce n'est pas les mêmes normes que chez la femme qui n'est pas enceinte. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué que les patientes qui avaient des glycémies supérieures à 0,92 durant leur grossesse, elles ont tendance à faire toutes les complications, macrosomie, etc., du diabète gestationnel. Donc, c'est comme ça qu'ils ont mis le seuil de 0,92. Donc, ça, c'est la glycémie à jeun du premier trimestre. C'est ensuite, même si la glycémie à jeun du premier trimestre est négative, il faut faire l'HGPO. L'HGPO, c'est quoi? C'est une charge de glucides de 75 grammes qui va se donner entre 24 et 28 semaines, d'accord? Qui doit être... alors, même si, voilà, si le dépistage est négatif ou s'il n'a pas été réalisé, alors ça va de soi. Si le dépistage du premier trimestre est positif, ça ne sert à rien de faire l'HGPO, on est d'accord, parce que la patiente, c'est bon, elle a été diagnostiquée diabète gestationnel, elle est suivie, elle est surveillée. Voilà. Donc, les chiffres pour attester les seuils, pour attester que c'est un diabète gestationnel. Donc, si une glycémie à jeun est supérieure ou égale à 0,92, parce qu'on donne le 75 grammes à la patiente qui est à jeun, on prend la glycémie juste avant qu'elle le prenne, glycémie à 1 heure, glycémie à 2 heures. Et on vérifie ces taux-là. S'il y a une valeur qui est atteinte ou dépassée, c'est bon. On fait le diagnostic de diabète gestationnel. Donc, à jeun, c'est 0,92. Si elle est atteinte ou dépassée, donc supérieure ou égale, hein, c'est pas supérieur, c'est supérieur ou égal. À 0,92, c'est un diabète gestationnel. À 1 heure, c'est 1,8 grammes par litre. D'accord? Il faut se rappeler de ça parce que gramme par litre et milligramme par litre, ce n'est pas la même chose. Donc 1,8 et glycémie à 2 heures, c'est 1,53 grammes par litre. Donc s'il y a une de ces valeurs qui est atteinte ou dépassée, c'est un diabète gestationnel. Alors là, je vous ai mis un petit tableau pour que vous ayez un petit peu une idée sur ce que, voilà, sur l'alimentation, une répartition journalière de 200 grammes de glucides. Voilà. Alors, donc après, il faut savoir que tout ce qui est HbA1c, glycosurie, glycémie au hasard n'est pas recommandé pour le dépistage ni pour le diagnostic du diabète gestationnel. D'accord? C'est l'HGPO. Entre 24 et 28 semaines, c'est l'HGPO, c'est pas le reste. Alors, les complications. Les complications du diabète gestationnel. Donc, on a les complications fétales. Donc, diabète gestationnel, on dit qu'il n'y a pas de risque de malformation congénitale, j'ai envie de vous dire, sauf pour les cas rares où c'est un diabète qui était préexistant, qui n'a pas été diagnostiqué, parce que la malformation, elle est due à quoi? Elle est due à une hyperglycémie au moment de la conception, parce que l'hyperglycémie au moment de la conception, ça donne des malformations. Mais grosso modo, on dit que quand il y a un diabète gestationnel, il n'y a pas de risque de malformation. Pourquoi? Parce qu'il apparaît au-delà de la période d'organogénèse. En cas de diabète type 2 méconnu, ce risque est augmenté. Voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. La macrosomie, on a un risque de macrosomie, donc de poids supérieur à 4 kg, avec les complications obstétricales qui vont en résulter.
Donc, c'est quoi les complications de la macrosomie? D'ailleurs, généralement, pour un diabète gestationnel, sauf si la patiente a déjà accouché de 4 kilos ou autre, il vaut mieux si l'estimation du poids du bébé dépasse les 4 kg 500, il vaut mieux faire une césarienne. Donc, si c'est une primipare qui fait un 4 kg 500, il vaut mieux faire une césarienne. Mais si c'est une multipare qui a déjà accouché de 4 kilos, on ne va pas la césariser pour 500 grammes. On est d'accord. Donc, après, les complications obstétricales, c'est quoi? C'est la fracture de la clavicule ou l'humérus. Alors ça, c'est pas du tout méchant chez un bébé. La fracture de la clavicule ou de l'humérus a un très très bon pronostic. Hémopneumothorax, c'est très très rare. Paralysie du plexus brachial, là par contre, c'est une complication qui n'est pas jolie. Pourquoi? Parce que c'est une complication qui peut, donc ça peut être un handicap pour l'enfant. Encéphalopathie anoxique, c'est quand on a une dystocie des épaules. C'est quoi la dystocie des épaules? C'est quand la tête sort, mais que le reste ne suit pas. C'est-à-dire quand on essaye de tirer, mais le reste ne suit pas. Donc, il faut savoir que si le bébé tarde trop dans cette situation, c'est normal qu'il fasse une anoxie. Et en périnatal, il peut faire donc, un décès. Donc, c'est la mort fœtale par anoxie. Donc, les complications du bébé de gros poids, on a la dystocie de l'épaule avec ces risques-là, et on a la disproportion fœto-pelvienne qui va nécessiter une césarienne. Et la césarienne, c'est une augmentation de la morbidité pour la maman. Ensuite, les risques aussi, on a le risque d'hydramnios. L'hydramnios va exposer au risque d'accouchement prématuré et même de procédance du cordon, parce que quand il y a trop de liquide qui sort d'un coup, ça peut prendre le cordon, on peut avoir une procédance. Ça augmente le risque de mort fœtale in utero. Ça augmente le risque d'accouchement prématuré par le mécanisme de surdistension. Parce que quand il y a un gros bébé qui a trop de liquide, il y a une surdistension utérine et ça expose à l'accouchement prématuré. Voilà, donc là, c'est la photo d'un bébé de mère diabétique. Comme vous voyez, il est gros. Ils ont généralement tendance à avoir les épaules un peu larges, plus larges que les autres bébés. Après, il faut savoir que ces bébés-là, il ne faut pas être content quand on a un gros bébé. Ils sont fragiles. Ce sont des bébés qui sont fragiles. Voilà, donc là, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. La dystocie des épaules, c'est quand la tête sort, mais que les épaules ne sont pas encore sorties. Après, dans ces situations-là, il y a des manœuvres obstétricales qui ont été réfléchies pour permettre un accouchement avec un minimum de complications. Voilà. Donc, c'est quand l'épaule, elle est bloquée au-dessus, c'est ce qu'on appelle une dystocie vraie. Elle est bloquée au-dessus du détroit supérieur. Je pense que vous avez fait tout ce qui est détroit supérieur, etc. Alors, les risques néonataux. Donc, pour les risques pour les bébés, comme je vous ai expliqué plus haut, on a le risque d'hypoglycémie. Pourquoi? Parce que risque d'hypoglycémie, parce que, voilà, je vous ai expliqué, dans le ventre de la maman, il reçoit le glucose, il y a un hyperinsulinisme. Une fois qu'il y a l'accouchement, il ne reçoit plus de glucose, mais il est toujours en hyperinsulinisme, donc il va avoir une tendance à faire des hypoglycémies. La détresse respiratoire, je vous ai expliqué plus haut dans la physiopathe, c'est parce qu'il y a un défaut de synthèse de surfactants. Les problèmes cardiaques, qu'est-ce qu'on a? On a une hypertrophie transitoire du septum interventriculaire. D'ailleurs, les bébés de mère diabétique à l'étranger, ils leur demandent souvent de faire une échocardiographie fœtale. C'est-à-dire qu'on va faire l'écho du cœur du bébé. Donc, ça, c'est des échographies qui vont se faire par un expert pour déterminer donc cette pathologie-là. Et généralement, c'est transitoire, c'est-à-dire que ça dure quelques semaines et ça finit par disparaître. Ensuite, on a tout ce qui est polyglobulie, hyperbilirubinémie, ictère néonatale. Bon, après, il n'y a pas que ça, hein. Il y a d'autres complications qui sont possibles que je n'ai pas citées. Là, j'ai cité les complications les plus importantes, les plus fréquentes. Ensuite, les risques maternels. Les risques maternels. Donc, on a une augmentation du risque de prééclampsie. Donc, surtout s'il y a une surcharge pondérale associée. Pourquoi? Parce que l'IMC supérieur à 25, déjà, c'est un facteur de risque de prééclampsie. Le diabète gestationnel, c'est un facteur de risque de prééclampsie. Donc, voilà, ça fait partie des risques maternels. On a les risques infectieux, bien sûr, parce que quand c'est une patiente qui fait un diabète,
elle est plus sensible aux infections, donc urinaires, endométrites, etc. On a les risques de complications obstétricales de la macrosomie, c'est tout ce qui est donc la morbidité de la césarienne. On a les traumatismes de la filière génitale, c'est tout ce qui est déchirure vaginale, déchirure du col, déchirure périnéale. Et on a un travail qui va être plus lent et la surdistension utérine due à la macrosomie ou à l'hydramnios, qui est un facteur de risque d'hémorragie de la délivrance. Pourquoi? Par quoi? Par quel mécanisme? Par atonie utérine. Alors, la prise en charge du diabète gestationnel. Donc, il faut savoir qu'elle elle doit être précoce et multidisciplinaire. Donc, on doit faire participer les obstétriciens, les diabétologues, les diététiciens et les pédiatres. Donc, c'est toute l'équipe qui doit participer. Après, bien sûr, on ne va pas faire participer les pédiatres au premier trimestre. Ils ne sont pas concernés par le bébé n'est pas encore viable. Mais il faut faire participer toute cette équipe avec des objectifs qui vont être à court terme une diminution donc des complications périnatales sévères de la macrosomie et de la prééclampsie liée au diabète, et à long terme, une prise en charge précoce de patientes à risque élevé de récidive de diabète gestationnel. Donc, à court terme, on va essayer d'avoir une bonne courbe pour que le bébé soit pas trop gros, pour qu'il n'y ait pas trop de complications sur la maman et le bébé. À long terme, c'est tout ce qui est dépistage, parce qu'on sait que cette patiente-là, elle va peut-être récidiver en diabète gestationnel, elle va peut-être développer un diabète chronique. Donc, prise en charge multidisciplinaire et ambulatoire le plus souvent, éducation, information de la patiente sur l'intérêt de la prise en charge, autosurveillance donc, de la patiente avec des glycémies capillaires pluriquotidiennes. Généralement, c'est 4 à 6, généralement, c'est 6, donc, avec une glycémie avant le café, du matin à jeun, 2 heures après le café, avant le déjeuner, 2 heures après le déjeuner, avant le dîner et 2 heures après le dîner. Donc, généralement, c'est ça la courbe qu'on leur demande de faire. Ensuite, il faut une prise en charge diététique. Donc, il faut qu'elle consulte chez une diététicienne qui va la conseiller sur les aliments à prendre et les aliments à ne pas prendre. Elle doit avoir environ un équilibre d'environ 2000 kilocalories par jour, répartis en 3 repas, 2 collations, avec 50% de glucides en favorisant les sucres lents, 30% de lipides et 20% de protides. Un maintien d'une activité physique adaptée à la grossesse. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait une grossesse qu'il faut rester cloué au lit. D'accord? La grossesse, c'est un état physiologique. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas une pathologie. Donc, au contraire, il faut maintenir une activité physique. Après, il ne faut pas faire des sports violents, mais on a des sports qui vont être adaptés, comme la natation ou la marche. Ensuite, généralement, quand on fait le diagnostic, on demande à la patiente de faire un régime hygiéno-diététique sur 1 semaine à 10 jours. Et pendant cette semaine à 10 jours, elle va respecter son régime et en même temps, elle va écrire. Donc, sa courbe, elle va me faire une courbe glycémique. Si après 10 jours, c'est bon, la courbe, elle est bien. On reste sur le régime hygiéno-diététique. C'est-à-dire que c'est possible que cette patiente, sur toute sa grossesse, elle ne va faire que le régime. Mais si malgré le régime, elle continue de faire des hyperglycémies, là, il y a nécessité d'instaurer une insulinothérapie. Donc, voilà, il faut commencer une insulinothérapie en fonction du profil glycémique. Ça veut dire, au fur et à mesure, on risque d'augmenter les doses. Généralement, c'est 3 à 4 injections. Alors, les antidiabétiques oraux n'ont pas la MM. Donc, généralement, on les arrête avant la grossesse. C'est-à-dire, dès que la patiente a envie de faire une grossesse, on essaie de les arrêter. Donc, voilà, encore un exemple de régime. Voilà, si vous avez des parents qui font des diabètes gestationnels, vous saurez comment les conseiller. Les objectifs glycémiques. Donc, à jeun, l'objectif, c'est d'avoir une glycémie inférieure à 0,95. À 2 heures après le manger, l'objectif, c'est d'avoir une glycémie inférieure à 1,2. La surveillance, donc comme on a dit, c'est le carnet de surveillance des glycémies. Voilà, s'il est bien équilibré, qu'il n'y a pas d'autres facteurs de risque, il n'y a pas nécessité de faire plus de consultations que chez une patiente qui n'a pas de diabète. Après chaque consultation, il faut vérifier le poids, la tension, la bandelette, la hauteur.
dépister la prééclampsie, voir si donc quand on voit qu'il y a une prise de poids rapide, qu'il y a des œdèmes ou qu'il y a des céphalées ou des signes fonctionnels. En plus de prendre la tension artérielle à chaque consultation, on peut demander à la patiente de prendre sa tension artérielle en ambulatoire. Après, chez ces patientes-là, parce qu'en principe, pendant la grossesse, on ne fait que 3 échographies. C'est l'échographie du premier trimestre, entre 11 semaines et 13 semaines et 6 jours, je vous en ai déjà parlé. C'est l'échographie de datation. L'échographie de 22 semaines, c'est l'échographie de morphogramme. C'est l'échographie, on va aller chercher les malformations. Et l'échographie de 32 semaines, c'est l'échographie de croissance. Et donc, Docteur, il y a des gens acceptés. non, non, moi, j'ai personne. Ils ont dû annuler leur... Bon, ok. Il n'y a personne, hein. Donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Voilà, l'échographie de 32 semaines. Donc, chez les patients diabétiques, en plus de ces 3 échographies, on rajoute une 4e échographie qui va être l'échographie d'estimation du poids. Pourquoi? Parce que si on estime que le poids est supérieur à 4,5 kg, ça va être une césarienne. Voilà. Donc, c'est une échographie si on suspecte une macrosomie. Ensuite, le RCF systématique n'a pas d'utilité démontrée. Cependant, au dernier trimestre, si on a un équilibre glycémique qui est perturbé, on peut demander une surveillance à tous les 48 heures à l'approche du terme. En cas de diabète gestationnel déséquilibré ou de diabète type 2, découvert pendant la grossesse, donc la surveillance doit être rapprochée à partir de 32 semaines avec des échos, voire RCF, bon, surtout RCF. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus, donc c'est à partir de ce terme qu'il y a les MIU, il y a les tendances au MIU. Généralement, alors on n'a pas encore trouvé ils n'ont pas encore trouvé la physiopathe exacte de ces MIU, mais on suspecte donc des hyperglycémies maternelles, que ces hyperglycémies maternelles seraient à l'origine de ces MIU, parce que comme on a vu dans le cours souffrance fœtale, donc ces gros bébés, ils sont en train de souffrir. C'est parce qu'ils sont en train de souffrir qu'ils font un gros poids. Alors, les situations particulières. Donc, on a menace d'accouchement et diabète insulino-traité. Donc, il faut savoir que en cas de menace d'accouchement prématuré, il faut préférer les inhibiteurs calciques et les antagonistes de l'ocytocine. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, on traitait les menaces d'accouchement prématuré par des bêta-2 mimétiques. Ces bêta-2 mimétiques, après, ils ont vu qu'ils avaient trop d'effets secondaires. Et donc là, on préfère traiter avec les inhibiteurs calciques et les antagonistes de l'ocytocine. Et chez la diabétique, encore plus, il faut éviter les bêta-2 mimétiques. Pourquoi? Parce qu'ils augmentent ils perturbent la glycémie. Donc ensuite, si prescription de corticoïdes pour maturité pulmonaire, parce que généralement, quand on a une menace d'accouchement prématuré avant 34 semaines, on a tendance à mettre une corticothérapie par bêta-méthasone, 12 mg en intramusculaire qu'on va refaire après 24 heures. Ça, c'est la cure de corticoïdes qu'on met pour maturation pulmonaire chez toutes les menaces d'accouchement avant 34 semaines. On va le voir dans le cours menaces d'accouchement prématuré. Donc, quand on a une patiente qui a reçu sa corticothérapie, on ne va pas s'amuser à lui faire le dépistage du diabète gestationnel. Pourquoi? Parce que la corticothérapie, à cause de la corticothérapie, cette patiente va avoir tendance à faire des hyperglycémies. Et ces hyperglycémies sont dues à la corticothérapie. Donc, on va avoir un résultat qui va être faussé. Et donc, ça ne sert à rien de faire le dépistage à ce moment-là. Il faut attendre que l'effet des corticoïdes passe. Donc, en cas de menace d'accouchement, voilà, le dépistage doit être réalisé quelques jours après la dernière injection. Alors, l'accouchement, donc, il doit être à terme. Si c'est un diabète gestationnel bien équilibré, sans retentissement fœtal, ça veut dire que le bébé n'a pas de macrosomie, n'a pas d'hydramnios, et que le diabète, il est très bien équilibré. Là, on considère que c'est une grossesse comme les autres. C'est-à-dire, on ne va pas se stresser à 38 semaines, 39 semaines.
il va pas y avoir urgence. Bon, on va pas attendre jusqu'à 42 semaines non plus, mais il n'y a pas urgence à la naissance. Mais si c'est un diabète gestationnel qui est mal équilibré ou qu'il y a un retentissement fœtal, là, idéalement, il faut déclencher à 39 semaines. Voilà. Donc, il y a deux entités. Pour l'accouchement, il y a deux entités. On a le diabète qui est bien équilibré sans retentissement. Là, on considère presque que c'est une grossesse normale. Et il y a le diabète gestationnel avec retentissement ou avec courbe qui n'est pas équilibrée. Là, à 39 semaines, idéalement, il faut commencer à déclencher. Ensuite, l'insulinothérapie. Donc, alors l'insulinothérapie, il faut surveiller pendant l'accouchement. Il faut bien surveiller la glycémie pour voir est-ce qu'on l'arrête ou est-ce qu'on continue. Après, il faut savoir que généralement, pendant le travail, vu qu'on interdit donc l'alimentation parce que c'est des patients qui risquent de passer à n'importe quel moment en césarienne, voilà, il faut bien surveiller la glycémie. Ensuite, c'est une césarienne programmée, comme je vous ai dit, quand on a une estimation chez une femme diabétique supérieure à 4,250 kg ou 4,5 kg le plus souvent. Mais j'ai bien précisé en tenant compte des antécédents obstétricaux. Ça veut dire quoi en tenant compte des antécédents obstétricaux? C'est-à-dire que si c'est une patiente qui a accouché d'un 4,5 kg, je ne vais pas m'amuser à la césariser parce qu'elle fait un 4,6 kg. Voilà. En postpartum, alors, après l'accouchement, il faut s'assurer de la normalisation des glycémies. Comme je vous ai dit, il y a un risque de découverte secondaire d'un diabète de type 2. Donc, après 3 mois de l'accouchement, il faut refaire un HGPO pour s'assurer que la patiente ne fait pas de diabète type 2. Il faut continuer l'éducation hygiéno-diététique à long terme parce que c'est des patientes qui vont être à risque. Ensuite, la contraception. Voilà. En cas de facteur de risque cardiovasculaire comme une surcharge pondérale, dyslipidémie, HTA, il vaut mieux éviter les œstroprogestatifs. Donc, il faut préférer les microprogestatifs, le DU ou les implants sous-cutanés. Voilà. Alors là, voilà, c'est un petit schéma sur comment surveiller la conduite à tenir devant un diabète. Le pronostic à long terme. Donc, en cas de diabète gestationnel, il faut informer, comme je vous ai dit, la patiente des risques de développer un diabète type 2. Donc, lui dire de poursuivre ses règles hygiéno-diététiques. Faire le dépistage par un HGPO est recommandé en préconceptionnel lors de la visite postnatale. Donc, tout ça, je vous l'ai déjà dit plus haut. Puis, tous les 1 à 3 ans en fonction des facteurs de risque. Cette prévention va s'associer à la prise en charge des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, si elle fait une surcharge pondérale, on va lui dire de faire un régime. Si elle fume, on va lui dire d'arrêter le tabac. Si elle a une HTA, une dyslipidémie, on va essayer de réguler tout ça. Voilà, et comme je vous ai dit aussi tout à l'heure, ces patients vont avoir plus de risques de faire une complication métabolique. Ah, ça va, vous n'êtes pas endormi? Alors, le diabète préexistant à la grossesse. C'est un diabète qui était là avant la grossesse, soit un type 1, soit un type 2, méconnu jusqu'alors de la grossesse. Il y a une augmentation, selon donc, plus l'âge maternel est augmenté, plus il augmente. Avec l'obésité, ce sont des grossesses à haut risque fœtal. Le suivi obstétrical doit être rapproché. Donc, pour ces patientes-là, attention, 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 il faut programmer la grossesse en périconceptionnel avec une HB, une hémoglobine glycosylée inférieure à 6,5, parce que sinon la patiente risque d'avoir un poly mal formé. Après, on a une classification qui va nous classer ces patientes selon les critères de gravité. Donc, plus le diabète est ancien, euh, bien sûr, quand on a des complications du diabète, bien sûr aussi, c'est des critères de gravité. Une patiente qui fait une néphropathie, une cardiopathie, d'ailleurs, il y a même des contre-indications à la grossesse. Si elle fait vraiment des complications sévères, on peut contre-indiquer la grossesse.
Donc, cette classification, ça s'appelle la classification de Priscilla White. Elle nous permet donc d'évaluer en quelque sorte ce diabète. Est-ce que c'est un diabète qui est à haut risque est-ce que c'est un diabète qui est vraiment ancien? Elle risque de faire des complications parce qu'il faut savoir que chez les diabètes chroniques, les patients qui sont diabétiques chroniques, la grossesse peut aggraver les lésions qui étaient préexistantes. Donc, il faut vraiment bien faire le point chez ces patientes avant la grossesse. Parce que la grossesse, elle peut aggraver ces lésions. Si elle présentait une rétinopathie, elle peut aggraver la rétinopathie. Si elle présentait une néphropathie, elle peut aggraver la néphropathie. Il faut classer cette grossesse-là. Donc, ça, c'est les classes de Priscilla White. Vous n'êtes pas obligé de les apprendre, c'est juste pour que vous ayez une idée. Ensuite, on a les complications liées au diabète préexistant à la grossesse. Donc, comme on a dit, l'augmentation des malformations congénitales. On a une augmentation du risque d'avortement précoce, augmentation du taux de macrosomie, d'hydramnios, du risque de MIU et du risque d'accouchement prématuré. Après, bien sûr, il y a d'autres risques, il y a plus de risques que ça. Là, je vous ai mis les plus importants. Les risques néonataux, donc on a une augmentation de la globale, donc une augmentation globale de la mortalité néonatale. On a le taux d'hypoglycémie néonatale qui va augmenter les détresses respiratoires. Vous connaissez la physiopathe. Problème cardiaque, vous savez pourquoi. Autres complications, hypocalcémie, ictère, polyglobulie. Donc, grosso modo, c'est les mêmes complications fétales que le diabète gestationnel. Les risques maternels, les risques maternels, en plus des risques du diabète gestationnel, on a le risque d'aggravation des complications d'une microangiopathie. Donc, on a le risque une augmentation du risque de faire une prééclampsie, une menace d'accouchement prématuré et le risque infectieux. Donc, tout ça, on l'a déjà vu. D'accord, c'est une répétition. Il y a juste une chose qui est ajoutée, c'est l'aggravation de la microangiopathie. Donc, la prise en charge thérapeutique, toujours. Donc, il faut un équilibre glycémique périconceptionnel et à tout moment de la grossesse. Donc, toujours prise en charge multidisciplinaire, éducation de la patiente, mesures diététiques. Donc, à peu près, c'est la même chose. Donc, 3 repas, 2 collations, 1800 kilocalories, 50 glucides, 30 lipides, 20 protides. Insulinothérapie, c'est à peu près la même chose, 4 injections par jour. Après, il y a des patientes qui ont une pompe à insuline. Donc, on laisse la pompe à insuline. Une surveillance stricte, autosurveillance capillaire, un carnet de surveillance, consultation régulière avec un diabéto, surveillance obstétricale rapprochée. Donc, vous allez voir que c'est grosso modo la même chose que le diabète gestationnel. Donc, la surveillance obstétricale, la consultation prénatale, où on va voir l'ancienneté du diabète, les complications ophtalmologiques. Donc, avant de débuter la grossesse, il faut aller dépister ces complications. On va aller demander un fond d'œil, on va demander l'avis de l'ophtalmo. Est-ce qu'il y a des lésions ophtalmologiques dues au diabète? Est-ce qu'il y a un début de néphropathie diabétique? Est-ce qu'il y a des complications cardiovasculaires avec un ECG? L'équilibre glycémique préconceptionnel avec l'hémoglobine glycosylée, la fructosamine. Bon, la fructosamine, elle n'est pas systématiquement demandée, c'est surtout l'hémoglobine glycosylée. Arrêt des hypoglycémions par voie orale et relais avec ajustement des besoins. Donc, il faut arrêter tout ce qui est hypoglycémion par voie orale. Et si on voit qu'elle fait des chiffres, il faut la mettre sous insuline. Préconceptionnel. Après là, je vous ai mis un petit résumé des échographies et de ce qu'il faut faire au premier, deuxième, troisième trimestre. Premier trimestre, c'est l'échographie entre 11 semaines et 12 semaines et 13 semaines et 6 jours. C'est l'écho de datation avec recherche précoce de malformations parce qu'il y a des malformations qui se voient très tôt, comme par exemple l'anencéphalie. Si le bébé n'a pas de tête, on le voit très tôt. D'accord? Ce n'est pas au deuxième trimestre qu'on va réaliser, ah, il n'y a pas de tête. Ensuite, autosurveillance des glycémies capillaires. Donc, très, très tôt, si on a diagnostiqué, donc voilà, si la patiente est diabétique, il faut surveiller très tôt les glycémies. Encore plus au premier trimestre parce qu'il y a l'organogénèse. Il faut savoir qu'à cette période-là, une hyperglycémie, ça peut donner une malformation. Surveillance du poids, tension artérielle, bandette urinaire à chaque consultation et suivi régulier chez le diabétologue. Donc, ça, c'est le premier trimestre. Deuxième trimestre, toujours tension artérielle, hauteur, bandelette à chaque consultation, suivi chez le diabétologue. À 22, il faut une échographie morphologique bien détaillée, d'accord? Une échocardiographie
comme je vous ai dit tout à l'heure, si équilibre, mauvais équilibre, bon, si mauvais équilibre glycémique parce que ces patientes qui vont être plus, euh, elles vont plus faire de malformations fœtales cardiaques. Troisième trimestre, c'est à peu près la même chose. C'est juste qu'on va dépister les autres complications, HTA, menaces. On va faire un fond d'œil à un ECG, une consultation avec diabéto, l'échographie à 32 semaines, le RCF, l'échographie parfois même à 36 semaines pour dépister la macrosomie, parfois hospitalisation en fin de grossesse pour améliorer les glycémies. L'accouchement à partir de 39 semaines, encadré sur le plan d'anesthésie, obstétrique et pédiatrie, un protocole de diabéto préétabli euh, et parfois une programmation d'une césarienne si le poids est supérieur à 4,5 kg. Le postpartum, il faut réduire les doses d'insuline. Pourquoi? Parce qu'il faut repartir vers les doses préconceptionnelles parce que généralement pendant la grossesse, on a tendance à augmenter les doses. Les hypoglycémiens sont contre-indiqués si allaitement maternel, contraception œstroprogestative est contre-indiquée. L'allaitement est encouragé. La conclusion, enfin, alors la conclusion, donc le diabète préexistant. Donc il faut une contraception efficace et adaptée jusqu'à ce qu'on ait un bon équilibre. D'accord? Parce que sinon, on risque d'avoir une malformation. L'objectif, c'est être en normoglycémie de la conception jusqu'à l'accouchement, programmer en préconceptionnel, donc faire le bilan des complications dégénératives, optimiser l'insulinothérapie, mettre l'acide folique. Les principales complications, c'est les malformations, prématurité, macrosomie, hypoglycémie néonatale, un suivi multidisciplinaire, accouchement dans un environnement adapté, donc dans une maternité adaptée. Le diabète gestationnel, on a l'importance du dépistage, la prévention des complications et le suivi, la surveillance à long terme, parce que c'est des patientes qui risquent de faire un diabète chronique. Et on a fini. Alors.